beaucoup de gens parlent de marketing, beaucoup de gens parlent de publicité, mais personne ne parle de la vente en soi. Et moi, en fait, en même temps, je suis créateur de contenu. Et en tant que créateur de contenu, j'ai envie un petit peu d'éduquer en fait l'audience et le public dans ce domaine. Bienvenue chez Bounial Info, le podcast qui donne la parole aux professionnels du bâtiment, de l'immobilier et du tourisme en Algérie. Aujourd'hui, on commence très fort avec une question que tout le monde se pose, parfois en secret, parfois à voix haute. Est-ce qu'on peut vraiment faire fortune dans l'immobilier en Algérie ? Ce secteur, on le voit comme une voie rapide vers la réussite. On entend parler souvent de promoteurs qui enchaînent les projets, de vendeurs qui font du chiffre et d'investisseurs de plus en plus actifs. Mais derrière les apparences, quelle est la vraie réalité du terrain ? Est-ce un rêve accessible ou juste un mirage marketing ? Et surtout, quelles sont les compétences, les conditions et les profils qui réussissent vraiment dans ce domaine ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir un invité qui connaît les coulisses de la vente, qui a vu les succès comme les échecs et qui va nous aider à y voir plus clair. Il a fait ses preuves sur le terrain, conseillé des professionnels et aujourd'hui, il va nous partager une vision lucide, concrète et inspirante du monde de l'immobilier en Algérie. Larbi, bienvenue à toi et merci d'être avec nous. Merci Mohamed, c'est un plaisir, merci pour l'invitation en fait. Et c'est un plaisir de tourner ce podcast en fait dans une langue en fait qui peut un petit peu être compris par nos amis qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, surtout, et qui pourront bien sûr avoir une nouvelle vision de ce domaine, et j'espère pouvoir éclaircir des choses qui pourront les aider bien sûr, soit à investir, soit juste à s'informer sur ce domaine. Je pense que ça va répondre à beaucoup d'attentes et à besoins de certains franco-algériens qui souhaitent investir. Rapidement, peux-tu te présenter en quelques mots pour notre audience ? Très bien, donc c'est Houamel Mohamed Larbi, expert en sales, 15 ans d'expérience dans la vente en fait. J'ai travaillé dans plusieurs domaines différents. Disons que l'immobilier, j'ai eu le plaisir de partager ce domaine-là avec il y avait un formateur la dernière fois qui était invité, c'était Mehdi Immobilier. C'est un petit peu grâce à lui que j'ai découvert ce domaine. Mais disons que j'ai toujours été dans la vente des produits high ticket. On en parlera un petit peu plus tard si tu permets, mais en fait, moi, on va dire que je suis un expert de la vente en Algérie. La vente, ou le sales comme on dit en anglais, le sales est un domaine un petit peu, on va dire, dont on ne parle pas beaucoup en Algérie. C'est ça le problème. Je pourrais me dire c'est un art. En fait, c'est l'art de conclure les ventes. C'est exactement ça. Mais en fait, c'est un domaine qui est un petit peu dénigré et dont on ne parle pas. Beaucoup de gens parlent de marketing, beaucoup de gens parlent de publicité, mais personne ne parle de la vente en soi. Et moi, en fait, en même temps, je suis créateur de contenu. Et en tant que créateur de contenu, j'ai envie un petit peu d'éduquer en fait l'audience et le public dans ce domaine qui pourra bien sûr, j'espère, évoluer et être structuré surtout. Parce que comme vous le savez, si un domaine, on n'a pas les informations nécessaires, il va un petit peu divaguer vers des variantes du... Après, c'est sûr, il y a la force de vente, il y a la vente, il y a le commercial. Donc, c'est vrai qu'il y a le représentant aussi. Donc, il y a plusieurs domaines. Mais toi, comment tu es tombé dans le monde de la vente ? Raconte-nous un peu ton histoire. Très bien. En fait, moi, on va dire, si je reviens, j'aime pas un petit peu raconter. J'ai jamais raconté un petit peu l'enfance que j'ai eue. Tu sais que le storytelling... Bien sûr. Mais on va dire que ça remonte un petit peu à l'enfance. Si on remonte vraiment dans mes origines, en fait... moi, j'ai été un petit peu élevé dans la maison de ma grand-mère. C'est dans la ville de Batna, en Algérie. Et chez ma grand-mère, en fait, il y avait un souk devant chez elle. Et j'avais, je pense, dans l'âge de 10 ans, 11 ans. Et j'étais avec un ami, je vous raconte ça un petit peu, c'était l'enfance. On voulait acheter... Je t'en prie. Très bien, je vais vous raconter ça. C'est une anecdote que j'ai rarement racontée devant les caméras. On voulait acheter... Soyez attentifs. Ah, c'est exclusif. On voulait acheter... des talkie-walkie. On était jeunes, des petits jouets talkie-walkie comme ça. Et on n'avait pas d'argent. Donc, on avait vu un voisin à nous qui vendait des produits cosmétiques et tout. Il avait des brosses à dents qui étaient un stock mort. Ça ne se vendait pas. On lui a dit, qu'est-ce que t'as, c'est quoi les trucs qui ne se vendent pas pour toi? Il nous a dit, tenez, il nous a donné comme ça, une cagette de brosses à dents comme ça, en vrac. Il nous a dit, vous vendez, voilà votre marge, voilà ce que vous nous donnez.
Et en fait, on a fait un petit peu les vendeurs à la C'est là que tu as sauvette. le déclic. C'était le premier déclic que j'ai eu. Sauf que je ne l'ai pas, on va dire, nourri, parce que c'était l'enfance, mais c'était la première fois que j'avais vendu quelque chose. Mais réellement, comment je suis tombé dans le monde de la vente, c'est beaucoup plus tard, c'était dans les années 2009-2010. J'étais étudiant ici à Alger. Pour info, je suis diplômé en prothèse dentaire en fait. Inch'Allah. Ibarak fik, merci. Donc, je suis diplômé en prothèse dentaire et pendant mes études de prothèse, j'avais un job étudiant. J'avais entendu parler un petit peu d'une société qui faisait la délocalisation des centres d'appel, en fait, français. Et comme j'ai eu toujours une bonne élocution dans la langue française, c'est héréditaire. Je chez nous. confirme. Merci beaucoup, c'est gentil. J'ai toujours eu une bonne élocution et un bon vocabulaire. J'ai postulé pour ce poste. Et en fait, on vendait tout le monde sait ça maintenant, mais on vendait en tant que Français, qui appelait les Français, on vendait les abonnements de connexion Internet SFR à l'époque. D'accord. On avait le concurrent Free et c'était SFR. On essayait un petit peu de faire de la vente. C'était du cold calling, ce qu'on appelait. Et donc, on appelait les gens. Je vous donne un petit peu l'anecdote au public, je te donne ça toi aussi. Imaginez-vous, il y a Maurice avec sa femme, ils sont en train de se disputer. Et d'un seul coup, il y a le téléphone qui sonne. Et il y a l'Arbi qui les appelle. Bonjour, c'est Christophe Leroy du service clientèle SFR. Raccroche. Ah, c'est pas le bon timing, on va dire. Raccroche. On appelle ça le cold calling. En fait, le client ne s'attend pas à l'appel. C'est l'une des manières les plus difficiles de vendre parce que vous faites la prospection et la vente en même temps. Vous avez une liste en fait, vous appelez les gens et c'est là où, durant l'entretien, le RH, que je remercie toujours devant les caméras et je le ferai toujours, le RH m'a dit, Monsieur Houamel, vous avez un profil commercial. Et c'était la première fois qu'une personne me disait ça. On devait nous faire T'as donné passer... confiance. Exactement, on devait nous faire passer des tests en fait. Et les tests ne visaient pas à faire des ventes. Les tests visaient un petit peu à voir notre performance ou notre façon de parler avec le client. Mais moi, pendant le test, le jour du test, de l'équipe qui avait, on était je crois une quinzaine ou qui voulait démarrer, de l'équipe du test, j'étais le seul à avoir fait une vente pendant le test. On m'a directement embauché. Et j'étais dans ça. Tu as prouvé Ça a commencé avec ça. Après, quand j'ai terminé un petit peu... Exactement, j'avais terminé mes études en 2012. J'avais commencé un petit peu à faire on va dire un petit peu de autodidacte, un petit peu, vendeur comme ça tout seul. J'avais ramené des cigarettes électroniques. C'était un petit peu le buzz à l'époque, ça venait de commencer. J'avais ma tante qui était en France, qui travaillait avec une société. Une vieille société, je peux dire le nom, elle a été rachetée par les Chinois, mais ça s'appelait Smoke It. Je ne sais pas si tu t'en souviens ou pas. Ça me parle. C'était Smoke It, la société. Et donc, je ramenais un petit peu la marchandise, sac à dos, et je faisais la tournée, je vendais aux gens, comme ça. C'était l'un des premiers trucs que j'avais fait. Le bon vendeur, d'abord, c'est le porte-à-porte. C'est être en contact avec les gens. Sûr. Et donc, c'est une expérience. Bien sûr. Ensuite, j'ai travaillé dans plusieurs domaines. J'ai travaillé notamment dans le tourisme. J'ai travaillé aussi dans la restauration. J'ai même ouvert mon propre restaurant, entre guillemets. Ça n'a rien à voir avec la vente, mais on va dire que déjà, je suis habillé comme... On m'appelle le couteau suisse sur pattes. Tu vas me dire si c'est vrai, oui. Mais quand on veut vendre un produit, le client d'abord il t'achète toi. Bien sûr. Et je vais vous dire quelque chose en fait. Un bon vendeur, produit ou service, un bon vendeur, comme je vous l'ai dit, ça doit être un couteau suisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça doit être quelqu'un qui est multi-skill. C'est-à-dire qu'il n'a pas une seule compétence. Il doit apprendre plusieurs compétences différentes pour pouvoir s'adapter à chaque produit et chaque domaine. Et bien sûr, s'adapter au prospect en soi. Parce qu'on va parler de ça un petit peu, mais la vente, ce n'est pas le produit, c'est le prospect qui doit être mis en valeur. Et ça tombe bien parce que la question, dès lors qu'on a un média spécialisé dans l'immobilier, donc oui. Qu'est-ce qui t'a amené et est-ce que tu as été dans cette action de vendre des produits ou des services liés à l'immobilier? Qu'est-ce qui t'a amené dans ce secteur de l'immobilier? J'y venais, ça fait partie de la chronologie de l'histoire en soi. Ça tombe bien. En fait, juste après tourisme, restauration, mon propre resto mexicain, on va dire entre guillemets, les gens qui regardent peut-être connaissent ça. Mais juste après ça, j'ai été dans l'ameublement. Donc dans le mobilier, si on peut faire un jeu de mots, dans le mobilier avant l'immobilier. J'étais dans l'ameublement et j'ai été dans l'ameublement durant 8 ans. Ah oui, quand même. Oui. Une belle expérience. Et de l'ameublement, en fait, j'ai dérivé vers le design intérieur. Parce que après mes études, j'avais aussi, par passion, j'avais fait architecture en auditeur libre à l'université.
En auditeur libre, juste comme ça, juste par passion. C'est bon parcours hein, quand même. Hein. C'était en auditeur libre juste pour apprendre pour le plaisir de l'art, de l'architecture en fait, c'est tout. Et je faisais aussi un petit peu pour un petit peu un revenu supplémentaire. Je faisais des maquettes aussi. J'ai fait maquettiste pour les architectes et tout ça. Et donc, juste après ça, quand j'étais dans le mobilier, j'ai directement dérivé vers la décoration intérieure, vers la finition aussi des maisons. Vous savez très bien que Smaïl fait ça actuellement. Ouais. Moi aussi, j'avais fait ça à l'époque. Et je suis Smaïl, resté... c'est Sens pour ceux qui très bien, ils le connaissent sous un autre nom. C'est Sens, bon voilà, il est spécialisé aussi dans le conseil, dans l'immobilier. Exactement. Donc, et dans la petite promotion. Exactement. Et donc, c'est fini d'arc, c'est ça. Ouais. Exactement. Et donc, il est dans la finition, justement, et le design intérieur. J'avais fait ça aussi. Et je suis resté dans le domaine de l'immobilier. J'ai même ouvert mon propre atelier. Et je suis resté dedans pendant 8 ans. Dans le domaine de l'immobilier. J'ai fait le jeu de mots et je le regrette. Donc c'est eux qui sont venus à toi ou c'est toi qui est venu à eux dans tout ce qui est vente ou moi, lié je suis parti directement vers ça. Pourquoi? Parce que c'était un petit peu, on va dire, de la vente en magasin au début. Mais comme c'était des produits, si on peut dire ça entre guillemets, high ticket, si vous voyez bien, parce que par rapport au pouvoir d'achat algérien, un produit qui vaut 190 000 dinars ou 200 000 dinars, ce qui est l'équivalent aujourd'hui de 800 euros seulement, c'est un produit high ticket. Ouais. Parce que on va dire que le pouvoir d'achat algérien tourne un petit peu autour des 40 000, 60 000 dinars par mois, ce qui est l'équivalent de 250 euros. C'est ça. Ouais. C'est un petit peu 250 euros. Et ça, pour pouvoir vendre quelque chose qui vaut un petit peu 4, 5 fois, 6 fois le salaire moyen algérien, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est du ciblage d'une niche. C'est une niche particulière. Voilà, on vendait des meubles, on va dire, de qualité et de luxe. J'ai vendu des chambres à coucher qui valaient un petit peu 650 000 dinars. On va dire 3 000 euros, si on peut dire ça. Parfait. À peu près 3 000 euros. Et 3 000 euros en Algérie. Ça pèse. Ah oui, c'est clair. Pèse pas avec le pouvoir. Non, mais on le sait, de toute façon, l'Algérien consomme énormément. Après, bien sûr, il y a la consommation populaire des gens lambda, la moyenne. Bien sûr. Mais il y a aussi une certaine catégorie sociale qui, eux aussi, veulent consommer luxe. Bien sûr. Ils se considèrent, eux aussi, vouloir consommer à l'occidental. Pourquoi l'Algérie n'aurait pas le droit de consommer Je vous explique un petit peu ce qui s'est passé, en fait. Produits ou des... Ce qui s'est passé, moi, c'était en 2016 que j'avais commencé ça. Et à l'époque, depuis les années 2016, tout ça, en fait, le consommateur algérien s'est rendu compte qu'il fallait qu'il investisse dans son propre confort au lieu d'investir dans les apparences. Ah, nuance. C'est ça. Belle nuance. C'est ça qui s'est passé en fait. En fait, avant, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils étaient un petit peu dans les apparences, dans le j'ai fait, regardez-moi. C'était pas dans son propre confort intérieur, par exemple. Il y avait une belle villa à l'extérieur, mais l'ameublement à l'intérieur, il était catastrophique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'était j'ai une belle voiture, j'ai une belle villa, mais l'intérieur, il est mal fait, mal meublé. Des fois, c'est l'inverse. Des fois, on voit des maisons à l'extérieur, il n'y a rien, mais à l'intérieur, c'est le Mais en fait, le consommateur algérien, c'est durant ces années, depuis les années 2015-2016, qu'il a consommé un petit peu, commencé à se rendre compte qu'il fallait qu'il investisse dans son propre confort au lieu d'investir dans les apparences pour les autres. C'est ça qui s'est passé. J'ai profité un petit peu de cette petite, on va dire, évolution du marché pour pouvoir faire plus de ventes, bien sûr, c'est tout à fait normal. C'est la force du vendeur, sentir l'opportunité. Exactement. Donc pour revenir un peu sur le sujet du podcast, on va dire que là aujourd'hui, on a beaucoup qui se questionnent. Et toi, à ton avis, est-ce que ce secteur de l'immobilier est réellement vu comme un chemin rapide vers la richesse? Et est-ce que tu penses que les Algériens ont une vision réaliste ou juste une vision éphémère de ce secteur de l'immobilier? Très bien, excellente question. En fait, actuellement en 2025, alhamdoulilah, il y a beaucoup de gens qui, en fait, ont un petit peu, on va dire, la science infuse quelque part. Ils se disent que je vais rentrer dans ce secteur, c'est du super high ticket. Ça, c'est des produits, on va dire, un produit, ça coûte très cher. Un appartement, c'est autour des 50 000 euros, on va dire minimum. Et 50 000 euros en Algérie, on va dire aussi pour le pouvoir d'achat et tout. Donc, ils se disent qu'ils peuvent prendre une grande marge parce que plus la valeur du produit ou le prix est élevé, plus la marge
bénéficiaire est élevé. C'est logique. Très bien. Donc, alhamdoulilah, des gens commencent un petit peu à comprendre ce secteur et à le structurer. On a des formateurs, nous, dans notre plateforme de formation en ligne. Il a eu un podcast avec Wahab la dernière fois. C'est un formateur en immobilier. Et il essaie un petit peu, à travers ses réseaux aussi, de donner les principes de base de ce domaine. Et comment, par exemple, ne pas se faire avoir. Comment, par exemple, trouver des papiers trafiqués. Parce que c'est quelque chose qui est commun ici. Ouais. C'est commun dans le monde entier, mais beaucoup plus ici en Algérie. Pourquoi? Parce que la numérisation, en fait, de tout ce qui est paperasse et tout ça, ça vient juste de commencer. Donc on est toujours dans la bureaucratie, papier, cachet humide, et c'est un petit peu ça qui fait... Mais il y a une réglementation qui est mise en place aujourd'hui pour le livret foncier, pour les documents, bien sûr. Parce qu'il y a eu tellement d'abus qu'aujourd'hui on veut de la transparence. Et qui dit transparence, dit confiance. Exactement, exactement. Et donc, moi je pense en fait que la plupart des investisseurs réels de l'immobilier aujourd'hui en Algérie ne sont pas vraiment les autochtones de ce pays, mais beaucoup plus les immigrés, les gens qui sont un petit peu d'origine algérienne ou des gens qui étaient ici en Algérie. Moi, je citerai même ma propre famille qui est en train d'investir ici dans l'immobilier. Et c'est des investissements et non pas de l'acquisition. C'est-à-dire qu'ils n'achètent pas ces produits pour les utiliser, les consommer ou habiter dedans, entre guillemets. Ils les achètent beaucoup plus comme un investissement qui vont fructifier à travers les locations. Ils vont louer un petit peu. C'est pour ça qu'il faut dissocier les deux, parce qu'il y en a qui investissent dans leur confort ou dans leur future retraite. Exactement. Ou pour on va dire l'investissement pour leurs futurs enfants ou leurs futures générations. Exactement. Mais il y en a aussi qui le font pour faire du business. Et donc, tu as bien indiqué sur l'effet locatif. Aujourd'hui, beaucoup investissent dans le haut standing parce qu'il y a une demande, il y a une attente aujourd'hui réelle. Donc, beaucoup sont jetés sur l'occasion pour investir dans ce genre d'appartement ou maison haut standing. C'est une réalité aujourd'hui. Très bien. C'est un excellent point. J'aimerais rebondir sur ça, en fait, pour parler un petit peu, parce que dans ce podcast et dans ce format, on parle un petit peu, comme toujours, d'immobilier et de tourisme. Parce que le lien est très vite fait. Merci. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous, par exemple, en tant qu'immigré, en tant que personne d'origine algérienne, en tant que quelqu'un qui a un petit peu, on va dire, un pied ici, un pied là-bas, si vous investissez ici, dans l'immobilier, les étrangers feront beaucoup plus confiance pour une location ou un achat à quelqu'un qui est, on va dire, semi-européen qu'à une personne qui est autochtone à l'Algérie. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et donc ça va un petit peu faire infuser le tourisme. Et c'est ce qui se passe actuellement. On le voit même à travers des créateurs de contenu qui sont carrément européens, qui ne sont pas franco-algériens ni aucune origine. C'est des Européens, c'est du du Célia, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Non, mais exactement. Et ils font de la bonne promotion de l'Algérie parce qu'ils montrent une Algérie authentique. Exactement. Et ça diffère d'autres pays que je ne vais pas citer, qui eux sont on va dire, développés dans un tourisme de masse, alors que nous, c'est vraiment un tourisme sélectif sur le patrimoine et sur l'authenticité algérienne. Exactement. Qui diffère un peu des Exactement. Et en fait, vous voyez un petit peu que l'Algérie a souffert un petit peu dans ce secteur d'activité qui est le tourisme, parce que justement, l'immobilier en soi n'était pas développé. Que ce soit à travers des promotions immobilières ou des complexes touristiques ou du outstanding, comme vous disiez bien sûr à l'instant. Mais j'aimerais aussi rajouter que les autres pays voisins, entre guillemets, sont cités. En fait, ils ont carrément, on va dire, développé ça, même avec une superficie du pays qui est un petit peu petite. Ils n'avaient pas un petit peu les outils nécessaires pour développer l'immobilier dans leur pays, mais ils ont réussi à faire ça. Imaginez-vous un pays avec le potentiel de l'Algérie actuellement et avec toute la superficie qu'il y a. On va parler par exemple juste... C'est exponentiel. Bien sûr, on va juste parler de la côte algérienne qui est directement sur la Méditerranée. Ça, c'est un cadeau du ciel, alhamdoulilah, que les gens commencent juste à exploiter ici en Algérie. Non, c'est vrai. Ça commence tout juste. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est le bon timing. Exactement, parce que dans 10, 20 ans, ça sera plus possible. Les prix vont flamber, le tourisme va évoluer, bien sûr, ici en Algérie, il va exploser carrément, parce que les gens n'attendent que ça. Ils n'attendent que les structures nécessaires pour pouvoir les accueillir. Et même les Algériens, le peuple algérien en soi, il veut un petit peu booster ce domaine qui est le tourisme. Pourquoi? Parce que, tout simplement, je vais être franc avec vous, si un touriste vient, il va dépenser, il va consommer.
Donc, on aura plus de clients, même dans tous les domaines. C'est plus de consommateurs, plus de clients. Et disons que c'est plus de clients qui sont en fait, qui ont un pouvoir d'achat beaucoup plus supérieur parce qu'ils sont payés en euros. Ils ne voient pas à la dépense. Pour eux, tout simplement, une activité qui coûterait entre 20 et 25 euros, par exemple, je vais citer, moi j'ai eu mes cousins qui sont venus le week-end passé, on est parti, on a fait du kayak et une balade à cheval. Ils nous ont fait un bon prix. C'était à 4000 dinars, l'équivalent de 15 euros. Ils étaient choqués. Ouais, non, mais Je beaucoup. vous jure qu'ils étaient choqués. Ils m'ont dit ça à 15 euros, kayak plus, et plus transport payé. Transport payé en voiture, kayak et balade à cheval, 15 euros. Ah C'est non, que- mais C'est quelque chose qu'il peut faire chaque jour et sans voir à la dépense. Contrairement à un Algérien qui, 4000 dinars pour lui, pour la plupart des gens, c'est 4 jours de travail. Ouais, c'est Il vrai. faut Il y a une dire la réalité, il y a vérité, il une faut voir réalité. les choses. Donc, on aimerait bien que ces secteurs d'activité se développent et c'est justement l'immobilier qui va permettre de faire ça. Et c'est ce qui se passe actuellement, alhamdoulilah. Après, il y a quand même une information importante que vous devez savoir. L'Algérie a une spécificité. L'étranger ne peut pas être propriétaire d'un bien en Algérie. Donc ça fait quand même une grosse différence. Mais il peut louer. Et beaucoup ont une demande de location atypique, telle que les maisons d'hôtes. Dans l'immobilier, on peut innover dans plein de domaines. Et donc dans l'aspect locatif, là, on peut être très créatif. Bien sûr, Voilà. tout à fait. Mais quand même, il fallait quand même souligner cette différence entre beaucoup de pays, surtout les voisins, où il n'y a que les Algériens qui peuvent être propriétaires d'un bien immobilier en Algérie. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que je vous disais, en fait, les immigrés, entre guillemets, qui ont des origines algériennes, C'est une chance pour eux. ou alors des émigrés qui étaient ici en Algérie, qui ont émigré en France, en Europe plus particulièrement, en fait, se sentent un petit peu investis d'une mission par rapport à ça. Moi, je leur ai parlé et ils disent, nous, on veut investir dans notre pays d'origine pour pouvoir développer. Ils croient en l'immobilier en Algérie, ils croient au tourisme. Parce que c'est l'objectif final, comme on le Ouais, disait. c'est vrai. C'est ça. Ils croient en ça un petit peu parce qu'ils connaissent la beauté et la richesse de leur pays. Ils se sont permis un petit peu, ils ont eu l'occasion de visiter les autres pays, ce qui n'est pas le cas de, on va dire, 90% des Algériens. C'est très difficile pour un Algérien lambda de voyager par rapport au visa, par rapport aux restrictions, par rapport au pouvoir d'achat. Mais ce type de personnes, on va dire, les immigrés ou les gens qui sont d'origine algérienne, qui sont de double nationalité ou d'origine tout simplement maghrébine, en fait, ils savent un petit peu, ils connaissent la richesse et le potentiel de ce pays par rapport aux autres pays qu'ils ont visités. Et surtout, il y a vraiment un engouement actuellement, on ne peut pas le nier. Mais réellement, aujourd'hui, si on regarde bien les choses, beaucoup veulent investir dans l'immobilier d'abord pour avoir un pied-à-terre. D'accord. Beaucoup d'abord investissent dans leur région natale. Mais on a une opportunité aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de régions en Algérie, parce que l'Algérie c'est un continent, Oui. de pouvoir investir dans toute l'Algérie et pas nécessairement que la région natale. Il y a des gens qui, par exemple, qui sont d'origine de Bijaya, par exemple, qui ont investi à Oran, qui ont investi à Constantine. Exactement. Donc, on a ces possibilités d'aujourd'hui d'investir et faire du business un peu partout pour donner l'accès à la location à d'autres qui veulent connaître leur pays. C'est exactement ça. Et ce que je vous disais, moi je vous donnais l'exemple avec ma propre famille, qui en fait veut, nous on est d'origine de Batna, qui est une ville qui n'est pas côtière. Batna, c'est un petit peu, on va dire, la naissance de la guerre d'Algérie. La première balle a été tirée aux Aurès à Batna. C'est exactement pour un petit peu recontextualiser les choses. Sauf que Batna, en fait, c'est une ville qui n'a pas d'activité vraiment qui peuvent attirer des gens. C'est une ville qui ne s'est pas développée pour attirer un étranger qui viendrait peut-être juste dépenser et non pas investir. Et donc, ma propre famille se disent un petit peu, ils ont des pieds-à-terre à Batna, qu'ils sous-louent, tout ça, mais ils veulent un petit peu maintenant investir dans les villes côtières. Pourquoi? Parce qu'il y a des promotions justement immobilières du côté de Alger, d'Oran, de Annaba, de toutes ces villes qui sont qui ont on va dire un pied sur la Méditerranée. Il y a, comme vous disiez, les appartements haute standing, qui sont des promotions immobilières, des appartements haute standing, vraiment bien finis, et qui ont un niveau de qualité de finition qui dépasse largement l'Europe. Parce qu'ils ont été faits par des architectes internationaux, il y a des normes qui ont été respectées. Ce n'est plus comme avant. Maintenant,
la loi est appliquée en Algérie dans les moindres détails. Et c'est ça qui fait la différence. C'est pour ça que maintenant, on voit un petit peu la naissance de ce type d'appartements qui sont super high-ticket. Comme les normes sismiques, les normes... Exactement, Ouais, exactement. Et beaucoup de domotique aussi. Exactement, Donc, exactement. Donc, tu confirmes aujourd'hui qu'on peut faire fortune dans l'immobilier en Algérie. Très bien. Si on sait comment gérer ces actifs, on peut faire fortune. Si on fait de l'acquisition pour location, on a un revenu passif à long terme aussi. Et en fait, on a un investissement qui est, on va dire, sûr par rapport, c'est une valeur sûre par rapport au prix qu'on met un petit peu sur Et les... on peut se créer du récurrent. Exactement. On a tout d'abord, il y a deux types en fait de bénéfices qu'on peut faire. Il y a l'achat-vente et il y a le récurrent à la location. En fait, on peut faire même les deux. C'est qu'on a un revenu passif qui vient d'un petit peu de la location de ces biens et ça se loue dès le lendemain. C'est très recherché. Souvent à la nuitée. Oui, les gens, soit à la nuitée, soit au mois pour des sociétés, pour des touristes, pour des gens qui veulent un petit peu déménager, s'installer dans la capitale ou à Oran ou dans ces villes qui sont un petit peu développées par rapport aux entreprises, par rapport au secteur du travail. Néanmoins, on peut aussi, parce que c'est une valeur sûre, après un certain temps, revendre son bien. On aura fait du bénéfice et on aura récupéré en fait notre investissement plus bénéfice sur la vente. Et on acquiert de l'expérience. Exactement. On acquiert de l'expérience. On peut voir d'autres types d'un petit peu de biens immobiliers dans lesquels on peut investir. On connaît un petit peu ce que c'est l'échange. Échanger un bien contre un autre, faut un petit peu, pour peser le prix d'un bien ou d'un autre, c'est un petit peu compliqué. En fait, avoir une connaissance du marché. Exactement, la connaissance du marché. Et la maîtrise surtout. C'est exactement ça. La connaissance du marché actuellement se base un petit peu sur la connaissance du quartier. Donc il y a un quartier, dans ce quartier, on vend à tel prix. Dans le quartier voisin, on vend à tel prix. Et c'est tout simplement l'emplacement, les commodités disponibles par rapport au quartier, à l'endroit ou à la localisation de ces biens immobiliers qui fait la différence des prix. Ben, si on peut comparer par exemple en France, beaucoup se réfèrent par exemple s'il y a un métro à côté, s'il y a un McDo, tu vois, il y a certains facteurs qui font que les prix vont augmenter ou pas. Exactement. Et l'Algérie aujourd'hui, plus tu te rapproches par exemple de la mer, du littoral, plus les prix sont élevés, plus tu t'éloignes. Donc il y a aujourd'hui le tramway, le métro qui arrive jusqu'à l'aéroport. Donc tous ces facteurs peuvent aussi réguler le prix du marché. C'est exactement ça. C'est ça qui fixe un petit peu les prix du marché. On doit avoir connaissance de ce marché. Et si on a une bonne connaissance du marché, si on a un bon budget d'investissement, bien sûr, on ne peut pas investir 2 dinars, vous voyez ce que je veux dire, entre parenthèses. On ne peut pas investir 2 dinars dans un bien immobilier. Si vous il y a un dicton en fait je vais le dire en arabe carrément mais je vais traduire qui dit ce qui veut dire si tu achètes quelque chose de pas cher, tu vas acheter les problèmes qui vont avec. Exactement. C'est tout simplement ça. Et donc il faut investir un petit peu dans des trucs qui sont high ticket, qui ont de la valeur, qui sont faits sur des normes justement, ce qu'on disait de ce dont on parlait actuellement. Quoi qu'il arrive, quand il y a un investissement, il y a toujours un risque déjà. C'est exactement il y a ça. toujours un risque, Bien mais sûr. si tu sais, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu sais maîtriser le marché, logiquement, tu peux que réussir. Donc pour finir cette partie-là, quelles sont les conditions pour que ça soit possible de faire fortune? Est-ce que c'est plutôt le capital, le réseau, les compétences? Très bien. En fait, pour pouvoir faire fortune, comme je vous le disais, si vous faites un petit peu du revenu passif de la location, vous n'avez pas besoin vraiment de beaucoup de compétences. Vous pouvez acheter un bien, 2 biens, sous-traiter tout ce qui est paperasse, vu qu'il y a des gens qui sont compétents dans ce domaine, et ça, par rapport au prix du bien, ça ne va pas vous coûter cher. D'accord. Si vous payez 0,005% du prix du bien pour que quelqu'un s'occupe de la paperasse, pour qu'il vous finisse tout ça, qu'il vérifie tout. Être bien accompagné. Exactement. Donc le réseau est important. Le réseau est important, on peut sous-traiter, mais on n'a pas vraiment besoin de compétences spécifiques. Par contre, si on est dans la revente, si on est dans l'achat et revente, là, on a besoin de compétences. Là, on doit savoir bien choisir son produit et on doit bien sûr bien vendre ce produit. On doit le mettre en valeur et on doit beaucoup plus voir les besoins du marché et les besoins du prospect ou des clients qui vont être des futurs clients tout simplement.
Et pour le capital, tout dépend où on veut investir. Eh ben, Si on bien est sûr. dans la capitale, Bien le sûr. prix est beaucoup plus important que si on veut investir dans une C'est région un peu exactement plus ça. Mais isolée. par contre, si on est dans la capitale et qu'on investit et que le prix est élevé, la revente sera beaucoup plus facile dans la marge capitale ouais, bien sûr. parce que c'est recherché, tout simplement. Que dans une ville qui est située dans le centre où vous n'avez pas les commodités, il n'y a pas vraiment de développement, on va dire. C'est des cités, en fait, c'est des villes rurales. C'est des villes rurales, tout simplement, qui n'ont pas accès aux commodités. Il n'y a pas le métro, il n'y a pas le tramway partout en Algérie. C'est juste la capitale, la Oran et un petit peu peut-être ces Il y villes a aussi côtières. les centres commerciaux aujourd'hui. Exactement, c'est ça qui s'est c'est développé, clair. malgré que dans d'autres villes, il y a des commodités, mais ce n'est pas aussi, on va dire, développé et aussi Que les grandes parfait, villes comme Alger, c'est tout à fait Oran, normal. Sétif. comme dans toute capitale, bien sûr, de tout pays. Mais vaut mieux, moi, je donne un conseil, vaut mieux acheter quelque chose de cher à la capitale. Parce qu'on a beaucoup moins, c'est réduire le facteur risque, justement, dont tu parlais, et après, on pourra beaucoup mieux revendre ce produit, on aura beaucoup plus de facilité dans ça. Et justement, en fait, là, on a besoin de moins de compétences. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile. Si on a beaucoup plus de budget, on a besoin de moins de compétences. Si on a moins, pour un petit peu répondre carrément à la question, je voulais d'abord éclaircir ça. Mais si on a moins de budget, on doit avoir plus de compétences. Que ce soit dans le réseau, Trouver les bonnes affaires. c'est en fait un équilibre. Soit on a du budget et on paye le réseau et on achète quelque chose de cher, donc on n'a pas besoin de compétences pour le revendre. Soit on a un budget moindre et ce qui se passe, c'est que le réseau et les compétences doivent être nécessaires à ce moment-là parce qu'on n'a pas de quoi Exactement. sous-traiter ou payer. Il faut un équilibre. C'est exactement ça, il faut un équilibre. Et c'est le budget qui On ne fixe peut pas l'équilibre. tout avoir. Ça veut dire- Comme dans toute chose, comme dans tout business, ça reste le budget qui va fixer en fait tout simplement le déroulement ou les aléas ou les hauts et les bas de ce qu'on va faire. En grosso modo, si tu as le capital plus les compétences, tu peux faire fortune. T'es à l'aise. T'es à l'aise. Si tu vises vraiment, il faut aussi avoir un objectif. Si tu vises vraiment l'objectif en fait de faire du bénéfice, d'investir dans ce domaine et vraiment de te spécialiser dans ça, parce qu'il faut donner du cœur aussi, il faut Ça, c'est aimer clair. ça. Bien sûr qu'on peut faire fortune. Et il y en a, moi, je vois, mais il y a même des créateurs de contenu qui font des podcasts un petit peu. C'est des franco-algériens et qui parlent un petit peu. Je me permettrai pas de d'écorcher son nom, je l'ai oublié, mais qui parle un petit peu de l'investissement de l'immobilier en Algérie. Il commence à faire ça. C'est un Français, c'est un franco-algérien qui parle de l'investissement. C'est un investisseur en immobilier et il parle de ce domaine et il est passionné par ça. Il est passionné par l'immobilier algérien en soi et par son développement actuel et le boom qui est en train de se faire. C'est une bulle, on va dire, comme à l'époque de la bulle Internet. Bon, bah vous savez ce qui vous attend. Venez investir dans l'immobilier en Algérie. Tout de suite. Donc là, jusqu'à maintenant, on a parlé beaucoup de théorie. Maintenant, si on va parler pratique, toi, dans ta vie de vendeur ou de commercial ou de représentant, est-ce que tu as rencontré beaucoup de gens qui ont réussi ou au contraire qui ont échoué réellement dans l'investissement immobilier ou dans le côté vendeur? Quelle est la différence entre les deux, entre celui-là qui va réussir et celui qui va échouer? Très bien. Tout Quels d'abord, quels sont les facteurs? si on va un petit peu dans le côté vendeur, même un investisseur, quand il commence, il n'a pas une équipe de vente ou quoi que ce soit. Il est dans on va dire, dans les produits uniques qu'il va acheter. Il rachète un produit, il le revend. Après, peut-être qu'il achète deux et il le revend. Et ainsi de suite. Plus il a de produits, plus il devra déléguer ce côté justement du sales et de la vente. Néanmoins, on va parler un petit peu de manière générale. Les gens qui réussissent dans ce domaine, dans le domaine de la vente en général et du sales, ce sont les gens qui sont à l'écoute du prospect, qui sont à l'écoute du client. Ce qu'on appelle justement l'écoute active. La découverte. Bien sûr, cette capacité de pouvoir écouter le prospect, d'écouter ses besoins, de découvrir ses besoins, justement comme Et tu ses disais. attentes. Ses besoins, ses attentes et ses objectifs surtout, là où il veut aller, et de l'accompagner vers la meilleure prise de décision d'achat. C'est un petit peu ça qui fait la différence. Et on va dire qu'en Algérie, je ne vais pas parler des gens franco-algériens, mais je vais parler des Algériens. Voilà. Ce domaine-là en Algérie, il n'a pas encore sa place, on va dire. Il n'y a pas de gens qui en parlent vraiment. Il est un petit peu mis à l'écart. Les gens se concentrent beaucoup plus sur le marketing. Et le peuple algérien, je vais vous dire, ils pensent qu'ils peuvent vendre juste avec le marketing. Alors que le côté sales n'est pas dissociable
Bien sûr, on va dire, la structure de la vente ou la structure commerciale qui se fait. Le marketing est un outil pour créer, on va dire, un besoin, ou créer tout simplement, on ne peut pas créer un besoin comme on dit, mais c'est juste pour créer en fait, une petite curiosité du client. Il va être curieux, il va être un petit peu intéressé. C'est créer de l'intérêt. Et quand on crée de l'intérêt avec le marketing, le sales, son rôle, c'est de l'accompagner et de transformer cet intérêt en prise de décision d'achat, bien sûr. Moi, personnellement, ce que tu me dis, c'est flagrant parce qu'on parle souvent des promoteurs, mais rarement des vendeurs. Bien Et sûr. c'est eux qui font tout le travail. Bien sûr, les promoteurs ne s'occupent pas du côté vente. Et on a on a les vendeurs, on a un petit peu les agents immobiliers qui font un petit peu des vendeurs aussi, ou même qui ont des vendeurs dans leur équipe, dans les agences immobilières. Néanmoins, ça, il faut que les gens soient formés, il faut que les vendeurs, justement, qui travaillent soit dans une société, soit qui sont freelance, soit les agents immobiliers qui commencent tout seuls, justement, apprennent un petit peu ce côté du sales. Apprennent que l'important, ce n'est pas de vendre. L'important, c'est d'accompagner le prospect vers sa prise de décision d'achat. Bien sûr, vers une prise de décision qu'il aura, bien sûr, fait naturellement. Et si le produit ne répond pas aux besoins du prospect, je ne lui vends pas. Pourquoi? Parce que le prospect Hada, je vais le gagner en fait on va dire, dans mon carnet client. Et plus tard, lorsque j'aurai un produit qui répond justement aux besoins et aux objectifs du prospect, c'est bon, je l'ai déjà vendu. Je connais le prospect et le prospect me fera beaucoup plus confiance parce qu'il comprendra. Il va te recommander en plus. C'est exactement ça. Il recommande et il comprendra que mon objectif n'est pas seulement financier de lui vendre et de prendre ma commission. C'est qu'il soit satisfait. C'est exactement ça. Mon objectif, c'est de lui trouver la meilleure solution à ses besoins et de l'aider à atteindre ses objectifs dans ce domaine. S'il veut quelque chose pour l'acquisition pour lui-même, je dois l'accompagner vers cet objectif. S'il veut quelque chose pour l'investissement, je dois l'accompagner vers cet objectif. S'il veut un revenu passif pour la location, je dois l'accompagner dans cet objectif. Et c'est ça qui fait la différence entre un vendeur compétent qui excelle dans ce domaine et un vendeur, on va dire, amateur qui vend d'une manière, on va dire, un petit peu archaïque, si je peux me permettre. Et je pense que tous ceux qui nous regardent, je pense qu'ils sont tous passés par là, passés par des intermédiaires. Les intermédiaires qui viennent, qui font que de la mise en relation, c'est tout. Et donc là, c'est vrai que ta plus-value, elle est là. Donc la valeur ajoutée d'un vrai vendeur dans le marché de l'immobilier, c'est ça, c'est l'accompagnement. Tu confirmes? C'est exactement ça. Et ça, en fait, c'est pas juste dans l'immobilier. Dans tout. Dans tout, parce que domaines. moi, je suis actuellement... parce que là, on parle de l'immobilier, mais c'est vrai que c'est dans tous les secteurs. secteurs. C'est dans tout, en fait. Moi, je suis expert et formateur en sales. Moi, je vous le dis, peu importe le produit, même si je dois te vendre cette tasse, c'est ça le produit. Toi, le marketing t'a attiré vers cette tasse. Il a créé un intérêt pour toi. Tu as un intérêt pour cette tasse. Moi, j'essaie de transformer... Un intérêt visuel. Un intérêt visuel ou bien sûr, je ne sais pas, technique, ça dépendra du produit et du marketing. Mais tu as un intérêt pour ce produit. Moi, pour te le vendre, je dois transformer cet intérêt en prise de décision d'achat. Néanmoins, je dois t'accompagner vers cette prise de décision. Et voir si, par exemple, ce mug répond justement à tes besoins ou pas. Peut-être que tu veux un mug qui n'a pas de poignée. Je ne peux pas te vendre celui-là. Et donc, d'où la découverte, savoir que veut le client pour lui amener une finalité où il aura une satisfaction à la fin. Et s'il est satisfait, il te recommandera. Vous voyez, je l'ai dit la dernière fois, peut-être que les gens comprennent pas l'arabe, je l'ai dit la dernière fois, j'étais en podcast ici même avec Wahab, c'était un podcast un petit peu en Darija, mais je parlais justement de ça. En fait, actuellement, les gens qui se qualifient de vendeurs, et qui sont un petit peu des commerciales archaïques, encore une fois j'utilise ce mot, à l'ancienne. Oui, en les fait, intermédiaires. Ils pensent toujours que c'est au client de poser des questions. Ouais. Erreur fatale. C'est le sales qui pose les clients. Pardon, qui pose les questions. C'est le sales qui pose les questions. C'est le commercial qui doit poser les questions, justement pour découvrir les besoins, les objectifs du prospect, pour le transformer justement en client et l'accompagner vers cette prise de décision d'achat, gagner non seulement sa commission, mais aussi gagner le client. Mais s'il ne peut pas gagner sa commission, il doit toujours gagner le client. Donc là, le sales actuellement en 2025 et les principes du sales sont beaucoup plus axés sur le prospect que sur le produit.
C'est ça qui fait la différence. Il faut s'intéresser à la personne, pas au produit. On met en valeur la personne, on met en valeur ses objectifs. Et quand on parle du produit plus tard et qu'on doit le présenter, on doit parler beaucoup plus des avantages que des détails techniques. Je ne vais pas venir te vendre ce mec, te parler un petit peu de la céramique qui est fait avec, de l'impression, de l'encre utilisée. Ça, on va dire, je m'excuse pour le mot, tu t'en fous un petit peu, toi. Ouais. Je vais te parler de ce mec, qu'est-ce qu'il va t'apporter. L'utilité. Qu'est-ce qu'il va t'apporter. S'il est en céramique, je vais te parler par exemple de sa durabilité, de sa biocompatibilité par rapport à tout ce qui est alimentaire. Ça, c'est des avantages. Mais je ne vais pas parler des détails techniques. Encore une fois, on ne parle pas de mug. C'est pour ça que si tu maîtrises ce côté vendeur à la perfection, bah, tu peux devenir un acteur majeur, tu peux évoluer rapidement. Bien Donc sûr. tu peux commencer vendeur, mais tu peux créer, pourquoi pas, des magasins. Et tu peux vendre n'importe, et tu peux représenter même de grosses marques. C'est exactement C'est-à-dire ce le qui se passe. fait de commencer vendeur, si tu es ambitieux et tu sais maîtriser cette puissance de vendeur, tu peux vraiment évoluer, devenir un acteur Je vais majeur. rebondir sur Manager, ce que associé. Bien sûr. Je vais rebondir sur ce que tu dis parce que, en fait, les grandes entreprises, les petites entreprises n'ont pas encore compris ça en Algérie, mais les grandes entreprises savent très bien que quelqu'un qui sait vendre, quelqu'un qui a la force de vente justement, et qui a les principes du sales, qui sait comment vendre et qui peut faire du chiffre, c'est un acteur majeur dans le marché. Et Il peut évoluer très vite. eh ben, carrément, il est sollicité par toutes les Voilà. marques, par toutes les entreprises. Exactement. Pourquoi? Parce qu'ils savent, ils connaissent un petit peu la valeur de La cette puissance personne. de frappe. C'est exactement ça. Néanmoins, il y a une autre évolution possible aussi. C'est que quand, dans le domaine de l'immobilier, il peut commencer comme sales, comme vendeur, ensuite comme agent immobilier, Mhm. ensuite comme... C'est ça que je voulais savoir. Ensuite, Quelles sont les Très étapes? bien. Voilà. Ensuite, parce que c'est quelque chose qui chiffre très vite, et Mm. même les commissions sont, on va dire, très bonnes en immobilier. Parce que, comme on l'a dit, plus la valeur d'un produit est grande, plus le prix est grand, plus la marge bénéficiaire est grande, c'est tout à fait normal. C'est les principes du marché, c'est la loi du marché. Néanmoins, il peut commencer comme vendeur, ensuite peut-être comme agent immobilier, ouvrir une agence et avoir plein de vendeurs, et pourquoi pas devenir lui-même un promoteur en immobilier et faire bien sûr ses propres, quand il aura acquis l'expérience nécessaire pour pouvoir le faire. C'est une évolution naturelle du marché et j'ai envie de dire qu'il y en a quelques-uns qui l'ont fait ici en Algérie, qui ont réussi à le faire et qui sont maintenant parmi les acteurs majeurs de ce domaine actuellement en 2025. Donc, quelles sont pour toi les 3 compétences pour évoluer, comme tu le dis, d'un petit vendeur performant à, pourquoi pas, avoir plusieurs agences immobilières ou promoteurs? Quelles sont les 3 compétences? Je te demande juste 3. Très bien. Premièrement, on en a parlé il y a quelques minutes, c'est l'écoute active. Pouvoir savoir... Écoute active. L'écoute active, pour commencer en tant que vendeur, il faut savoir un petit peu écouter, comme on a dit, les besoins du client pour pouvoir lui vendre un produit qui répond à ses besoins, justement. Mhm. Ensuite, pour pouvoir évoluer et ouvrir une agence, il faut un petit peu avoir, on va dire, quelques principes du management. Pourquoi? Management, parce que plus tard, Parce que on va... faut déléguer. Exactement. Tu peux pas tout on faire va, tout seul. On va gérer une équipe, on doit déléguer. Et déléguer, c'est l'une des choses les plus compliquées. La pour gestion humaine. C'est- Ah, je suis bien d'accord. sûr, c'est l'une des choses les plus compliquées pour un auto-entrepreneur ou pour un entrepreneur, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez ramené une personne. Elle va vous dire, ouais, je fais ci, je fais ça, d'accord. Il va commencer son travail. Après, vous allez vérifier son travail. Vous allez voir qu'il y a des défauts, tout simplement, dans ce qu'il fait. Et ce qui se passe là, c'est que vous avez envie de le faire vous-même, en tant qu'entrepreneur, mais vous ne pouvez pas, parce que vous devez déléguer. Et ça, il faut vraiment avoir une force mentale très forte pour pouvoir prendre la décision de ne pas le faire vous-même. Après, il y a le choix de l'équipe. Mais si toi, tu connais ton métier, bah, tu sauras mieux manager ceux qui pourront maîtriser comme toi. C'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Ensuite, pour pouvoir, bien sûr, aller vers quelque chose de plus grand, pourquoi pas en tant que promoteur immobilier, il faut vraiment avoir une expérience en agence immobilière. Beaucoup plus tard, il faut rencontrer des défis, bien sûr, qu'on va dépasser. Et il faut savoir reconnaître les avantages et les défauts de chaque produit en détail pour pouvoir ensuite sortir justement, on va dire, de sortir du cadre et pouvoir faire une promotion immobilière
qui dépasse un petit peu toutes les attentes des clients. À travers son expérience en tant qu'agent immobilier, il va acquérir en fait de la data par rapport aux clients, par rapport à leurs demandes, ce qui marche, ce qui ne marche pas, et pourquoi pas proposer quelque chose de complètement innovant qui bien sûr fera un buzz sur le marché. Et on voit bien sûr que ça se fait actuellement. Il y a des villas qui ont une architecture un petit peu atypique, on va dire, si vous voyez ce que je veux dire. J'en ai vu à Tizi Ouzou qui était tout simplement en forme de triangle. C'est un penthouse en forme de triangle comme ça, pas une pyramide, juste un triangle. Et ça partait comme ça, il y avait une piscine, c'est très beau, je t'enverrai plus tard les vidéos, avec plaisir, c'est incroyable. Ils ont fait des merveilles, il y a des merveilles, il y a des pépites ici en Algérie. Qui sont méconnues malheureusement. Exactement. Mais il y a les réseaux quand même on voit un petit peu que les créateurs de contenu mettent ça en valeur. Même les vendeurs commencent un petit peu à faire de la création de contenu, à montrer leur visage, à parler des produits qu'ils sont en train de vendre. Et bien sûr, même les promoteurs immobiliers maintenant ont des pages. Ils ont des représentants qui parlent un petit peu de leurs projets. Même les projets qui ne sont pas encore entamés, c'est des projets sur plan et ils en parlent avec un rendu 3D, peut-être avec des trucs comme ça. Et c'est ça qui va faire la différence et c'est ça qui va faire connaître ce domaine en Algérie et pourquoi pas dans le monde. Donc je comprends bien, donc tu me dis que l'émotionnel, le soft skill, ça veut dire l'écoute, l'empathie, la patience, sont plus importants que la maîtrise technique pure. Bien sûr, la maîtrise technique, n'importe qui peut comprendre que 1 + 1 = 1. C'est ça la technique. Tout ce qui est technique, n'importe qui peut le comprendre, n'importe qui peut l'apprendre. Mais ensuite, tout ce qui est mental, tout ce qui est émotionnel. Les Américains l'ont bien compris. Regarde Apple, ils vendent une expérience. Ils vendent. C'est pas que le produit. C'est exactement ça. Et là, donc, tu mets en avant réellement le côté émotionnel, donner envie. Un peu comme du miel, tu les attires à toi plutôt qu'essayer de les convaincre. C'est l'un des principes. Notre but, c'est pas de les convaincre, c'est de les attirer et pour qu'eux-mêmes s'auto-convainquent. Exactement. En fait, le principe du sales, on dit toujours que ce sont les émotions qui vendent. Ce sont pas. C'est pour ça que je disais, parler beaucoup plus des avantages que des détails techniques. Il faut parler beaucoup plus des avantages que des détails techniques, encore une fois. Parce que pourquoi? Les avantages touchent directement l'émotionnel. Les détails techniques touchent le rationnel. Et en fait, dans le sales, on a tout simplement, il y a un livre très intéressant que je te recommande bien sûr, qui est très intéressant dans le domaine du sales, qui s'appelle tout simplement Système 1, Système 2. Et en fait, c'est un livre de l'auteur Daniel Kahneman. Et dans ce livre, en fait, il explique dans sa théorie, qui a été vérifiée beaucoup plus tard, que en fait, le cerveau humain a tout simplement 2 types de fonctionnement, qu'il a nommé tout simplement Système 1, Système 2. Le système 1 est rapide, intuitif et émotionnel. Et le système 2 est lent, analytique et rationnel. Et la prise de décision d'achat se fait dans la plupart des cas avec le système 1. Ouais. Parce que c'est rapide. Ensuite, le système 2 va vouloir vérifier tout simplement les détails techniques pour justement valider cette prise de décision d'achat. Je viens de te donner l'une des premières leçons que j'apprends tout simplement à mes, à mes élèves. Écoute, moi je peux qu'être ouvert à tout conseil, et surtout venant d'un pro, parce qu'on apprend tous les jours. Là, c'est vrai qu'on a parlé du vendeur, de la personnalité, du charisme, de l'émotionnel, mais il y a des outils qui sont à notre disposition, qui sont comme une force de frappe, tels que les réseaux sociaux. Donc, grâce aux réseaux sociaux, on peut aussi vendre beaucoup plus. Très bien. En fait, les réseaux sociaux, c'est un outil marketing. Ce n'est pas un outil de vente. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris. C'est pour ça que j'en parle, parce que comme ça, les gens comprennent que... Voilà. Bien sûr. Pour la vente, il faudra toujours, encore et toujours, une intervention humaine. Parce que les émotions ne passent pas par tout ce qui est, que ce soit digital ou que ce soit autre chose. Les émotions passent par l'humain. Et le côté humain, c'est pour ça que c'est un domaine qui ne mourra jamais, le domaine des sales. Mon domaine ne sera jamais mort. Parce qu'il ne pourra jamais être remplacé soit par une IA, par l'intelligence artificielle actuellement, ce qu'on est toujours en train de dire, ça ne peut pas remplacer ça. Il ne sera pas remplacé par une publicité. Parce que vendre avec juste du marketing, c'est pour les grandes marques. Si Coca-Cola fait une publicité, on connaît Coca-Cola. Il n'y a pas besoin que quelqu'un vienne nous parler de Coca-Cola. On voit juste la publicité, ça crée un intérêt. Et c'est un produit qui est disponible partout. Donc je vois la publicité, je vois le produit, je l'achète. Je le revois le lendemain dans une supérette ou quoi que ce soit, dans une épicerie, je l'achète.
Mais quand on est dans un domaine, par exemple, de l'immobilier, on n'est pas une marque. On n'est pas une marque multinationale. Donc, pour pouvoir se démarquer, on aura toujours besoin de l'être humain qui va justement transformer cette émotion que le marketing digital a créé, cet intérêt qu'a créé le marketing digital, le transformer tout simplement en prise de décision d'achat. Le côté humain sera toujours essentiel. Ah, ça, bah, j'en profite parce que bon, sur ma page Mode Vision, sur les réseaux, j'en parle souvent, passer du virtuel au réel. Et là aujourd'hui, on peut le voir, les salons, les événements permettent cette relation humaine parce que le visuel marketing par les réseaux ne suffit pas. Bien Il faut sûr. avoir un contact avec les gens. Bien Et sûr. les salons permettent de pouvoir vendre ton produit ou ton service ou tes biens immobiliers. Là, récemment, j'ai assisté à beaucoup de salons dans l'immobilier qui se fait de plus en plus en Algérie. T'étais dans quel salon pardon de te couper, t'étais dans quel salon? Sur le salon de Bijaya, on y était Ah, ensemble. Bijaya, voilà. d'accord. Et Ah, très bien. Voilà, il y en a Très beaucoup. bien. Voilà. Bah, on avait ici, t'étais à Batimatech à Alger? Ouais, il y avait Batimatech, J'y j'étais pas étais parce que j'étais aussi, en France, mais il y Batimatech avait avec, ouais, Batimatech j'y étais. qui est plus dans le bâtiment. Mais voilà, Ouais. le salon pour Il y moi, il y avait de l'immobilier Ouais. dans le Ah, il y avait- Batimatech. ouais. Il y avait beaucoup de ce qui est normal, promoteurs qui avaient des bâtiment stands. immobilier, c'est Ouais. Il y avait c'est deux beaucoup, sœurs jumelles. Hein. sans citer de marques ou de promoteurs en particulier pour ne pas faire le... Mais il y avait beaucoup de promoteurs immobiliers qui étaient à Batimatech et on a eu l'occasion de voir un petit peu leurs projets. Je vais vous dire, c'est quelque chose d'incroyable de se dire que aujourd'hui, l'Algérie a pu atteindre ce niveau-là dans l'immobilier. C'est une fierté, bien sûr, mais aussi Et c'est que le début. c'est quelque chose qui donne un petit peu la chair de poule pour nous. Ah. Ouais. Ça nous fait frissonner. Bah ouais. Je vous mens pas. Bah, pourquoi? Parce qu'on veut que notre pays avance, on Bien veut sûr. qu'elle soit vue par le monde, qu'elle ne soit pas juste un pays par son histoire, mais aussi pour son futur. Parce que l'histoire, on la connaît, le patrimoine. Mais aujourd'hui, on veut aussi réécrire notre propre histoire en mettant en place un futur prometteur pour ce pays qu'il mérite. Bien sûr, c'est tout à fait Et normal. c'est pour ça que j'en profite pour te demander, pour toi, quels sont vraiment les grands défis de vendeurs sur le terrain pour pouvoir permettre de vendre le Made in Algeria, et que ce soit dans l'immobilier ou dans tous les secteurs, mais en particulier l'immobilier. Très bien, on va parler un petit Les peu de défis l'immobilier. réels, Les défis réels, pardon, on va dire, de quelqu'un qui vient de commencer, c'est déjà de comprendre qu'ils vendent un produit high ticket. Parce que pour la plupart, un Algérien lambda, les chiffres dans l'immobilier, c'est quelque chose peut-être qui n'a jamais touché la somme. Peut-être la somme de sa commission, il n'a jamais touché l'argent en réel, en physique. Il n'a jamais eu cette somme. Et donc, un petit peu comprendre que on vend du high ticket, être un petit peu, avoir de la résilience aussi face au rejet, parce qu'on va avoir beaucoup de rejets pour pouvoir faire une vente. Parce qu'on vend du high ticket, comme je le dis toujours, on ne vend pas des pétards, on ne vend pas des feux d'artifice. On ne vend pas tout simplement on n'est pas un bureau de tabac qui vend un petit peu des bonbons, des trucs comme ça. On vend quelque chose de high ticket. Je disais ça directement dans le podcast qu'on avait fait avec Wahab. En fait, pour un Algérien, c'est très compliqué de donner une somme aussi astronomique qu'il a mis des années à accumuler, à économiser, de la donner directement. C'est très compliqué. Il va faire 36 millions de calculs, il va un petit peu être hésitant, c'est très compliqué et il faut avoir de la résilience face au rejet. Ça, c'est une aptitude qu'il faut vraiment développer, ne pas justement réagir face au rejet du prospect, mais tout simplement l'accompagner et voir si je vends, je ne vends pas, si je ne vends pas, je gagne un client futur. C'est ça en fait le défi principal qu'ils vont avoir à rencontrer par rapport aux prospects algériens parce que comme je vous l'ai dit, c'est très compliqué pour un Algérien de donner une somme aussi astronomique vu le pouvoir d'achat actuel de l'Algérie. mais je pense que l'avenir est prometteur parce que c'est vrai que on essaye aujourd'hui avec une économie qui évolue de plus en plus pour une création de classe moyenne. Et cette classe moyenne va vouloir consommer mieux Oui. et donc amener une consommation vers le qualitatif. C'est Et exactement on le ça. voit, comme on parlait dans l'immobilier, tout à l'heure tu parlais avant c'était vieillot, un peu, un peu à l'ancienne. Ouais. Et là aujourd'hui on va vers l'outstanding, on ira même vers des villas de luxe. Exactement. Donc voilà, je pense que c'est très très prometteur. Maintenant, si tu vas parler à un jeune, les nouvelles générations, parce que je pense que c'est eux qui feront l'Algérie de demain, si tu vrai. parles à un jeune,
Ouais, si tu parles à un jeune, quel conseil tu pourrais lui donner en voulant se lancer par exemple dans l'immobilier ou en tant que vendeur ou en tant que représentant pour mieux se vendre et s'il n'a ni relation ni argent, qu'est-ce que tu peux lui donner comme un conseil en tant que jeune pour se lancer dans cette nouvelle aventure dans le secteur de l'immobilier ou dans tout autre secteur, mais en tant que vendeur? Parce qu'on le sait, pour vendre des produits, il faut d'abord se vendre soi-même. Et ce jeune-là, il est dynamique, mais il aimerait avoir le conseil de gens d'expérience comme toi. Quel conseil tu pourrais leur donner? Très bien. En fait, pour pouvoir tout simplement développer, on va dire, cette compétence qui est essentielle aujourd'hui, et je vais m'adresser directement, comme tu disais, aux jeunes face caméra, pour pouvoir développer cette compétence, il faut tout d'abord savoir se former. Il faut accepter que cette compétence demande d'être formée. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement la meilleure manière de gagner des années d'expérience en quelques mois, en quelques semaines, en quelques jours. Il faut se former, il ne faut pas avoir peur de se former dans une compétence. Ensuite, cette compétence, c'est elle qui va être commercialisée tout d'abord avant le produit. Donc, comme tu disais bien sûr, Mohamed, il faut savoir se vendre avant de vendre le produit. Donc, il faut se former dans le domaine du sales, il faut se former dans le domaine de l'immobilier, il faut foncer parce que ça, c'est deux compétences. Comme tu disais, des gens qui n'ont pas de budget, des jeunes qui n'ont pas de budget, ces deux compétences ne demandent pas de budget de départ. Le budget de départ n'est quasiment... en fait, il est... J'ai plus le mot. Je dirais, pour répondre rapidement, c'est pas de l'investissement par de l'argent, c'est un investissement par sa personne. Par sa personne et par ses compétences surtout. Parce que c'est la compétence qui compte. S'il est volontaire, il va apprendre. Et mieux Bien apprendre. sûr. Et plus il apprend, plus il sera compétent. Bien sûr, et alhamdoulilah, j'ai envie de dire qu'actuellement en Algérie, c'est pour ça que je disais, il ne faut pas avoir peur de se former dans ce domaine. Parce que si on se forme dans l'immobilier, si on se forme dans la vente, on a tout fait. On a les compétences nécessaires. On peut faire ses preuves dans 2-3 expériences et c'est bon. On sera directement sollicité, comme je le disais tout à l'heure, par les plus grandes entreprises. On sera directement sollicité par des agences immobilières, par des promoteurs, même par des clients potentiels qui vont tout simplement venir. Il va venir, il va te dire, moi j'aime bien ce que tu fais, j'ai entendu parler de toi, et c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois, j'ai entendu parler de toi, j'aime bien ce que tu fais, j'aimerais bien que tu m'accompagnes dans mon investissement que je veux faire, trouve-moi quelque chose. Ou l'accompagner à former son équipe autour de son projet. C'est tout à fait normal, bien sûr. Ensuite, il faudra avoir une équipe soi-même pour pouvoir évoluer et pour pouvoir suivre le cheminement naturel dont on parlait de l'évolution d'un sales dans le domaine de l'immobilier à agent immobilier, à pourquoi pas promoteur immobilier et innover dans ce domaine. Inch'Allah. En tout cas, moi, c'était un réel plaisir. Plaisir partagé, moi, pouvoir partager ce moment avec toi. C'était exactement et crois-moi qu'en si peu de temps, j'ai beaucoup appris et je pense qu'on aura l'occasion de faire d'autres podcasts pour approfondir un peu le sujet. Avec grand plaisir. Et si tu veux faire ta promotion rapidement. En fait, c'est pas vraiment l'objectif de faire ma promotion, mais je vais dire que si vous avez envie de vous former dans le domaine du sales, contactez-moi. Mettre mes réseaux on vous et mettra, bien sûr se former en bilingue, bien sûr que ce soit en arabe ou en français, ça sera avec grand plaisir. J'ai des groupes qui se forment bien sûr qui sont algériens et qui se forment en arabe, et j'ai des groupes qui se forment bien sûr en français. C'est des immigrés, en fait ça a commencé un petit peu avec des amis, des cousins, tout ça qui étaient en France, à Paris, et ça a évolué avec beaucoup plus de gens que je ne connais pas bien sûr, mais que j'ai appris à connaître parce que c'est une relation réelle que je noue avec eux à travers les modules qu'on apprend et à travers leur évolution eux-mêmes en tant que sales dans plusieurs domaines différents. Et tu les vois grandir en plus. Bien sûr, et c'est ça mon plaisir en fait, c'est de les voir évoluer. Tu contribues à leur réussite. C'est exactement ça, c'est comme bâtir une personne, et pour moi c'est un réel plaisir, c'est un régal de faire ça, un plaisir tout aussi équivalent que ce podcast qu'on a fait. C'était la première, mais ce ne sera pas la dernière. Avec grand plaisir. J'en profite aussi pour solliciter notre sponsor Finidarek, qui peut vous accompagner dans la rénovation et la construction de maisons individuelles partout en Algérie, et Sens, qui peut aussi vous conseiller, vous orienter dans l'investissement dans l'immobilier. Donc pour ma part, ce sera bon, et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Prochain épisode, très bientôt. Chez Bounian Info.